Un plombier? Tu vas déshonorer toute cette famille. Maman a raccroché le téléphone brutalement. Ma sœur a ri, je préférerais manquer mon propre enterrement. Aucun d'eux n'est venu. J'ai arrangé mon voile. J'ai souri. J'ai marché vers l'hôtel. 3 jours plus tard, son visage était sur toutes les chaînes. 97 appels manqués. Les derniers mots que ma mère m'a dit avant mon mariage n'étaient pas « je t'aime ». C'était « ne nous attends pas là-bas ». J'ai raccroché le téléphone, je suis allé dans la salle de bain, j'ai arrangé mon voile dans le miroir, j'ai souri à mon propre reflet parce que j'étais la seule personne dans cette pièce à connaître toute la vérité, et je la connaissais depuis très longtemps. Je veux vous raconter cette histoire, non pas pour m'expliquer, non pas pour vous demander de prendre mon parti, bien que je soupçonne que vous le ferez. Je veux la raconter parce qu'il y a quelque chose que je porte dans ma poitrine depuis 2 ans, quelque chose qui a besoin d'être dit à voix haute à quelqu'un qui écoutera vraiment. Alors, la voici. Je ne vais pas commencer par le début, mais par la partie qui compte. Un mardi matin au début du mois de mars, il y a 2 ans, j'étais sur un chantier dans la partie ouest du comté de Buncombe, un projet de développement commercial. 12 acres de terrain brut qu'un promoteur voulait transformer en quelque chose qui aurait l'air d'avoir toujours été là. Mon travail, en tant qu'architecte paysagiste, consiste essentiellement à concevoir l'illusion de la nature. J'étudie la lumière, le drainage, les systèmes racinaires existants, la façon dont l'eau se déplace après une forte pluie, puis je dis aux gens où mettre les choses pour que tout semble inévitable. J'étais accroupi près de la limite et du site, prenant des notes sur un groupe de tulipiers que quelqu'un avait marqué pour être enlevé. Quand j'ai entendu des bottes sur le gravier derrière moi, je ne me suis pas retourné tout de suite. J'étais en train d'écrire, et quand je l'ai fait, il y avait un homme avec un casque de sécurité jaune debout à environ 10 pieds de moi, ne me regardant pas moi mais la lisière des arbres. Il devait avoir la fin de la trentaine. Des vêtements de travail. Des vrais. Pas le genre acheté pour l'esthétique. Ses mains faisaient ce que font les mains quand quelqu'un a passé des années avec des outils, légèrement courbés au repos, comme si elles étaient toujours à mi-chemin d'un travail. Ce ne sont pas des pigeons, a-t-il dit. Je les regardais. Puis les arbres. Il y avait des oiseaux qui bougeaient dans la canopée supérieure. Je sais, ai-je dit. Ce sont des pluviers qu'ils dirent. Il m'a jeté un coup d'œil, me réévaluant légèrement. Charadrius vocifrus, a-t-il dit. Ils simulent des ailes cassées pour protéger leur nid. Si vous mettez des engins de terrassement dans ce couloir avant qu'ils aient élevé leurs petits, vous aurez un problème. Je sais, ai-je répété. Une pause. Le gravier a bougé sous ses bottes alors qu'il se tournait pour faire face correctement au site. Je suis Daniel Hargrove, a-t-il dit. Je suis en charge de la phase d'infrastructure. Claire Mercé, ai-je dit. Je suis chargé de m'assurer que la phase d'infrastructure ne tue rien qui n'a pas besoin d'être tué. Le coin de sa bouche a bougé. Pas tout à fait un sourire. Plutôt une reconnaissance. C'est juste, a-t-il dit. C'était tout. Il s'est éloigné. Je l'ai regardé partir, non pas parce qu'il était particulièrement frappant, bien qu'il le fût, mais parce que quelque chose dans la façon dont il avait dit, c'est juste, s'est ancré dans mon esprit et y est resté. Comme un mot que vous cherchez dans le dictionnaire et que vous trouvez ensuite partout. Nous nous sommes croisés 3 autres fois sur ce chantier au cours des 2 semaines suivantes. Chaque fois, il a dit quelque chose qui concernait techniquement le travail, et qui en même temps ne le concernait pas. La 3e fois, il m'a dit que l'ancien système de drainage sous la pelouse avait été installé à l'envers, et que celui qui avait conçu le nivellement d'origine ne s'était probablement jamais tenu sur le site après une pluie. Et vous? Ai-je demandé. J'étais ici à 6 heures du matin jeudi dernier, a-t-il dit. Après cette tempête, l'eau stagne juste ici, a-t-il pointé, et juste là. Vous allez vouloir surélever ce niveau d'environ 4 pouces, sinon vos parterres de plantation se noieront à la première saison des pluies. Il avait raison. Il avait complètement raison. J'avais l'analyse de sol pour le confirmer. Comment savez-vous cela? Ai-je dit. Vous êtes dans l'infrastructure, pas dans l'aménagement paysager. Il m'a regardé avec une expression que j'allais apprendre à reconnaître, douce, patiente, légèrement amusé par l'implication que ses connaissances avaient une frontière. J'ai commencé comme plombier, a-t-il dit. L'eau va où la gravité lui dit d'aller. Cela ne change pas en fonction de ce que vous construisez.
Je l'ai regardé un moment. Puis j'ai noté sa correction dans mes notes de chantier. Il m'a invité à dîner ce vendredi-là. J'ai ramené exactement 3 hommes à la maison pour les présenter à ma famille de toute ma vie d'adulte. Ce n'est ni de la fausse modestie ni une histoire tragique. C'est simplement un fait concernant les standards que ma mère impose, et ce qu'il en coûte de tenter de les satisfaire. Le premier homme, j'étais à la fin de la vingtaine. Un architecte? Bonne famille. Bon revenu. Inapproprié de toutes les autres manières imaginables. Ma mère l'a approuvé en 15 minutes. La relation a duré 8 mois et s'est mal terminée. Le deuxième était un professeur. Brillant, chaleureux, complètement inadapté, de toutes les manières qui comptaient pour Patricia Mercé. Elle a trouvé des raisons. Elle trouve toujours des raisons. Le fait est que j'avais compris ces épreuves, et ce que leur réussite vous apporte réellement. Je n'ai rien dit de tout cela à Daniel. Ce que je lui ai dit, au cours de plusieurs mois de dîners, de samedi matin et de longues promenades sur la Blue Ridge Parkway, c'était la vérité sur presque tout le reste. Ce que je voulais de mon travail. Ce dont j'avais peur. La façon dont je me rendais parfois sur un chantier à l'aube, juste pour être dans un endroit calme avant que la journée ne commence. Le fait que j'avais une relation compliquée avec ma famille, que je ne savais pas encore comment simplifier. Il écoutait. Pas comme les gens écoutent quand ils attendent leur tour pour parler. La vraie écoute, celle où, après coup, ils se souviennent de ce que vous avez dit, 3 semaines plus tard, et posent une question de suivi. 6 mois plus tard, il m'a dit le reste de ce qu'il était. C'est arrivé un jeudi soir dans son appartement à Charlotte, un endroit qui vous aurait tout dit de lui si vous aviez su comment regarder. Pas de comptoir en marbre. Pas d'éclairage de galerie. De bons meubles. Usés comme le sont les meubles quand ils sont vraiment utilisés. Des étagères avec des manuels techniques à côté de romans policiers de poche aux pages cornées. Sur le comptoir de la cuisine. Une machine à café de qualité professionnelle. Un jeu de clés Allen sur une bande magnétique là où d'autres personnes gardent leur bloc à couteau. Et épinglé sur le réfrigérateur. Avec un aimant en forme de l'État de Caroline du Nord. L'impression d'un article du magazine Forbes. Quelqu'un avait écrit dessus au stylo. D'une écriture que je reconnaîtrai plus tard comme la sienne. Appelé Mike Ree. Spécification drainage Raleigh avant jeudi. L'article lui-même était face contre table. Je l'ai remarqué, mais je n'ai pas posé de questions. Il s'est assis en face de moi et a dit, sans drame particulier. Il y a quelque chose que je devrais te dire. Ce n'est pas que je l'ai caché. C'est que je voulais attendre de savoir que ce ne serait pas la raison pour laquelle tu es là. J'ai posé ma fourchette. Il me l'a dit. Je suis resté assise avec ça pendant un long moment. Pas sous le choc. L'information elle-même n'était pas entièrement surprenante une fois que je l'avais. Ce avec quoi je restais assise, c'était la réalisation que cela n'expliquait rien sur qui il était. Et rien sur qui je voulais qu'il soit. Tu voulais une réaction différente? Je ne savais pas à quoi m'attendre, a-t-il dit. La plupart des gens je ne suis pas la plupart des gens, ai-je dit. Le coin de sa bouche a de nouveau bougé. Ce même presque sourire. Non, a-t-il dit. Je l'ai remarqué. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, les fenêtres baissées, malgré le froid. Pensant non pas à ce qu'il m'avait dit, mais à une conversation que j'avais eue avec ma meilleure amie, Reine, la semaine précédente. Elle avait dit quelque chose que j'avais noté sans vraiment le comprendre encore. Tu ne peux pas, par amour, modeler les gens pour qu'ils deviennent ce dont tu as besoin, Claire. Tu peux seulement les aimer et voir ce qu'ils choisissent. J'avais supposé qu'elle parlait de Daniel. Assise à un feu rouge sur l'île 26, avec l'air de Mars entrant par les fenêtres et la ville scintillant dans toutes les directions, j'ai commencé à me demander si elle ne parlait pas de quelqu'un d'autre. J'ai pris une décision avant d'atteindre ma sortie. Non pas de garder son secret, il ne me l'avait jamais demandé. Ce n'était pas un homme qui avait besoin d'être protégé. J'ai pris une décision sur ce que j'avais besoin de savoir. Laissez-moi vous parler de la première fois que j'ai ramené Daniel à la maison. J'ai appelé ma mère un mercredi après-midi au début d'octobre, environ 5 mois après ce mardi sur le chantier de construction. J'étais dans ma voiture devant un café, le moteur en marche, car j'avais appris il y a longtemps que certaines conversations avec Patricia Mercé se mènent mieux en mouvement, ou du moins en ayant la possibilité de l'être.
Il s'appelle Daniel Hargrove, ai-je dit. Il travaille dans l'entrepreneuriat en infrastructure hydraulique. 2 secondes de silence. Le genre de silence que ma mère utilise comme un chirurgien utilise un scalpel, précisément, intentionnellement, pour ouvrir quelque chose. Et est-ce que elle a fait une pause? Un domaine stable? Très, ai-je dit. Bien. Une autre pause. Plus courte cette fois. Nous verrons. Je suis rentré chez moi avec le chauffage et la radio éteinte. Le dîner était prévu pour un dimanche de novembre. Ma mère avait changé la nappe. Je l'ai remarqué dès que nous sommes entrés, la nappe bleue de tous les jours avait disparu, remplacée par celle en lin ivoire qu'elle sort pour les personnes qu'elle essaie d'impressionner ou d'évaluer, selon la soirée. La distinction, d'après mon expérience, n'est pas toujours claire avant le dessert. Daniel venait directement d'une visite de chantier dans le comté de Rutherford. Il avait changé de jean, portait une chemise vert foncé, des bottes de travail qui étaient propres, mais qui restaient de toute évidence des bottes de travail, mais son camion était son camion. Un Ford F250 bleu marine, avec un logo d'entreprise sur la porte passager qui disait « Hargrove Infrastructure Solutions » en lettres assez petites pour qu'il faille les chercher pour les lire. Il avait apporté un panier cadeau de Whole Foods, du genre avec un ruban en raffia et une étiquette en papier, avec une note manuscrite à l'intérieur. Il l'a tendu à ma mère à la porte, à 2 mains, de la manière dont on tend quelque chose à quelqu'un qu'on essaie vraiment de lui donner, et a dit « J'ai pris ça en chemin. Je n'étais pas sûr de ce que vous aimiez. » Ma mère l'a accepté avec le sourire qu'elle réserve aux personnes sur lesquelles elle a déjà pris sa décision. « Quelle délicate attention », a-t-elle dit. Mon père, Gérald, a serré la main de Daniel dans le couloir, cette poignée de main particulière que les hommes utilisent pour se jauger mutuellement, et a dit « Entrez. » Entrez. Ce qu'il dit quand il ne sait pas quoi dire d'autre. Ma sœur Jennifer est arrivée avec 7 minutes de retard, a embrassé ma joue sans vraiment me toucher, et a évalué Daniel de la manière dont elle évalue tout. Rapidement, avec des critères qu'elle n'a jamais écrits mais qui ont toujours été très clairs. Ils se sont assis tous les 4. J'ai aidé ma mère à apporter la nourriture. Alors Daniel, a dit mon père, une fois que nous étions tous installés, il faisait ce qu'il fait au début d'un repas avec quelqu'un de nouveau, où il se penche légèrement en avant et croise les mains, comme un homme menant un entretien dont il n'a pas demandé à être responsable. Quel genre de contrat, exactement? Infrastructure hydraulique, a dit Daniel. Service public, principalement. Système de traitement. Réseau de distribution. Nous nous occupons aussi de drainage commercial et de lutte contre les inondations. Et il y a de la demande pour ça? A dit mon père. Assez pour nous tenir occupés, a dit Daniel. Mon père a hoché la tête lentement, comme il le fait quand il classe une information. Et vous êtes l'entreprise? C'est local? Basé à Asheville? Le siège est à Charlotte, a dit Daniel. Mais nous travaillons dans tout le sud-est, principalement. Caroline du Nord et du Sud. Tennessee, Géorgie. Quelques contrats fédéraux. Contrats fédéraux, a répété mon père, avec le ton d'un homme qui essaie de situer ses mots sur la carte de ses attentes et les trouve légèrement à gauche de l'endroit où il pensait qu'ils seraient. Ma mère n'avait presque rien dit. Elle coupait son poulet. En face de moi, Jennifer faisait quelque chose sur son téléphone sous la table. Je le savais à cause de l'angle spécifique de son menton et de l'immobilité soignée du haut de son corps, elle n'a jamais maîtrisé l'art d'être subtile à ce sujet. Je l'ai regardée faire défiler et s'arrêter. Ses sourcils se sont froncés. Elle a fait défiler encore. Son visage a pris l'expression qu'elle fait quand quelque chose ne confirme pas ce qu'elle croyait déjà. Elle a posé le téléphone face contre sa cuisse et a attrapé son verre d'eau. Vous savez, a-t-elle dit vivement, je vous cherchais, juste par curiosité, et je n'ai pas trouvé grand-chose. Vous avez à peine une présence sur les réseaux sociaux. Je sais, a dit Daniel. Je n'en ai jamais vraiment vu l'intérêt. C'est tellement intéressant, a dit Jennifer, de la voix qu'elle utilise pour les choses qu'elle ne trouve pas du tout intéressantes. La conversation a continué. C'est ainsi. À la table de ma mère, elle a un don pour la guider comme un guide de rivière dirige un radeau. Des ajustements fluides que vous ne remarquez pas jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes ailleurs que là où vous avez commencé. Daniel a répondu à chaque question simplement et sans élaboration. D'où il venait. Ce que faisaient ses parents.
Où il était allé à l'école. Il ne jouait pas la modestie, il répondait simplement à ce qu'on lui demandait et attendait la question suivante. Comme le fait quelqu'un qui n'a rien à arranger. À un moment donné pendant le plat principal, il a regardé par la baie vitrée le jardin arrière. Il y a eu une longue pause. « Vous avez un problème de drainage ?» a-t-il dit, non pas de manière accusatrice, mais simplement comme un fait. « Vous voyez comme l'herbe a jauni dans le coin sud-est ? C'est de l'eau stagnante. Le tuyau a un point bas qui collecte au lieu d'évacuer. Ça fait probablement quelques saisons que ça dure. » Ma mère a regardé la fenêtre, puis Daniel, puis de nouveau son assiette. « Oui » a-t-elle dit. « Nous comptions nous en occuper. »« Ce n'est pas une grosse réparation » a-t-il dit. « Une demi-journée, peut-être. »« a-t-elle dit. La conversation a de nouveau changé de sujet. Après le dîner, Daniel a dit au revoir dans l'allée avec l'aisance de quelqu'un qui est entièrement à l'aise avec le fait qu'une pièce ne s'est pas réchauffée à son égard, non pas parce qu'il ne l'a pas remarqué, mais parce qu'il a, à un moment de sa vie, décidé que la température d'une pièce est le problème de la pièce. Il a de nouveau serré la main de mon père. Il a remercié ma mère pour le dîner. Il m'a regardé avec une expression qui disait plusieurs choses à la fois sans en dire aucune. Il est monté dans son camion et est parti. Ma mère et moi étions à l'évier de la cuisine. Elle lavait. J'essuyais. Nous faisons cela de la même manière depuis que j'ai 8 ans, debout sur le tabouret, et rien n'a jamais changé. Il semble très sérieux, a-t-elle dit. Elle a dit, sérieux, de la manière dont on dit un mot qu'on a choisi précisément parce qu'il peut signifier deux choses. Il l'est, ai-je dit. Et tu es sérieuse à ce sujet ? Ce n'était pas une question. Oui, ai-je dit. Elle a posé une poêle dans le séchoir et m'a regardé directement, comme elle le fait quand elle veut s'assurer que quelque chose porte. Je m'inquiète juste pour toi, ma chérie. Tu sais comment je suis. Je sais, ai-je dit. J'ai séché la poêle. J'ai raccroché le torchon. Je suis rentré dans le noir avec toutes les fenêtres fermées et le chauffage allumé, pensant à ce qu'elle avait dit et à ce qu'elle avait voulu dire, et comment ces deux choses n'avaient presque rien à voir l'une avec l'autre. Ma mère a appelé un jeudi matin, 3 semaines après le dîner, non pas pour parler de Daniel spécifiquement. Ce n'est pas sa façon de faire. Elle a appelé pour parler de la rénovation d'un voisin, puis de la fille d'un cousin qui venait de se fiancer à un homme qui travaillait dans la finance, et puis naturellement, inévitablement, comme l'eau trouve son niveau, à propos de moi. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, à propos de Daniel. Je m'en doutais, ai-je dit. C'est juste, Claire, ma chérie, je ne dis pas que ce n'est pas un homme bien. Elle a fait une pause. Elle fait cela comme un pianiste fait une pause avant le passage difficile, non par incertitude, mais pour s'assurer que vous êtes attentif. Je dis. Pense à ce que tu choisis. Pour ta vie. J'étais debout à la fenêtre de ma cuisine. L'arbre dans le jardin était devenu complètement jaune du jour au lendemain, comme ils le font dans les montagnes, un matin nu, le lendemain flamboyant. Que voudrais-tu voir de sa part, maman ? Ai-je dit. Spécifiquement. Qu'est-ce qui serait suffisant ? Une autre pause. Plus longue cette fois. Et puis elle m'a dit. Elle a parlé de trajectoire de carrière. Elle a parlé de relations. Elle a utilisé l'expression « les bons cercles », sans aucune conscience apparente de la façon dont cela sonnait. Elle a parlé de ce que les origines d'une personne disent d'elle. De la stabilité à long terme. De ce que les gens voient quand ils regardent un couple. Et de l'impression que cela donne. Et comment les impressions comptent plus que les gens aiment l'admettre. J'ai tout écouté. Ce que j'entendais sous les mots était autre chose. Une liste sans fin. Une norme qui bougeait. Une barre placée non pas pour être franchie, mais pour maintenir le sauteur en place. Ce n'est pas lui, ai-je dit quand elle a fini. Alors qu'est-ce que tu dis vraiment ? Silence. Le vrai. Je dis a-t-elle dit finalement. Prudemment. Que nous ne t'avons pas élevé pour que tu te contentes de moi. Elle a dit, se contenter, comme on dirait un mot qu'on a testé en privé avant de le sortir en public, convaincu qu'il atterrirait comme on l'entendait. J'ai regardé l'arbre jaune. Bonne nuit, maman. Ai-je dit. Claire, on se parle bientôt. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je suis resté là un moment.
ne pensant à rien en particulier. Juste à regarder l'arbre. Quelque chose s'était clarifié. Pas changé, clarifié. Comme une photographie qui devient nette. Vous montrant une chose que vous aviez déjà à moitié vue. Ma sœur a appelé 2 jours plus tard. Jennifer aborde les choses sous un angle différent de ma mère. Claire, c'est-à-dire qu'elle ne les aborde pas du tout. Elle se tient juste à proximité et dit ce qu'elle pense, et l'effet est parfois plus doux et parfois considérablement pire. Je dis juste, a-t-elle dit, c'est ainsi qu'elle commence les phrases qu'elle sait ne pas devoir dire. Un plombier, Claire. Sérieusement. Tu as une maîtrise. Qu'est-ce que mon diplôme a à voir avec qui est Daniel? Ça a tout à voir avec ce que les gens voient quand ils vous regardent ensemble. Quels gens? Une pause. Pas le genre de pause de ma mère, juste Jennifer à court d'arguments. Je ne sais pas. Les gens. Ceux qui comptent. Qui sont ces gens, Jen? Elle a soupiré. Le soupir de quelqu'un qui trouve épuisant d'expliquer l'évidence. Tu sais ce que je veux dire. Vraiment pas. Elle a laissé tomber, après un moment, a abandonné le sujet comme une matière dans une langue qu'elle avait décidé ne valait pas la peine d'apprendre. Nous avons parlé d'autre chose. Je lui ai donné la date du mariage. Je lui ai demandé si elle serait là. Elle a ri. A vraiment ri. Rapide et surprise. Comme si la question était plus absurde qu'elle ne l'avait prévu. Honnêtement? A-t-elle dit. Je préférerais manquer mon propre enterrement. Sans offense. Aucune, ai-je dit. Elle m'a envoyé un texto 40 minutes plus tard. PS je l'ai cherché à nouveau, plus attentivement. Il est indiqué 12.000 plus employé sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup? Pour de la plomberie? Je l'ai lu 2 fois. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Je l'ai ressorti. J'ai répondu par texto. Oui, Jen. C'est beaucoup. Elle n'a pas répondu. J'ai tout raconté à Daniel ce week-end-là. Nous étions à sa table de cuisine un dimanche soir. Il avait fait des pâtes. Ce qu'il fait méthodiquement et sans commentaire. Comme il fait la plupart des choses. Et j'ai tout déballé. L'appel de ma mère. La conversation avec Jennifer. La texture de tout cela. La forme spécifique de ce qu'on me demandait. Et ce que je refusais de fournir. Il a écouté comme il écoute toujours. Complètement, sans combler les vides. Quand j'ai fini, il a dit, tu n'as pas à me protéger de ta famille. Je sais, ai-je dit. Je suis sérieux. Si tu veux leur dire, si ça pouvait faciliter les choses, il ne s'agit pas de faciliter les choses, ai-je dit. Il m'a regardé. En attendant. Je les laisse répondre à une question, ai-je dit. Il est resté silencieux un moment. Dehors, le vent se levait. On pouvait l'entendre dans le cadre de la fenêtre de la cuisine. Un son que Daniel avait l'intention de réparer depuis 3 semaines et ne l'avait pas encore fait. Ce qui était assez inhabituel pour que je le remarque. Ce n'est pas un homme qui laisse les choses en suspens longtemps. Quelle question? A-t-il dit. J'ai pris ma fourchette. Je te le dirai quand ils y auront répondu. Il m'a regardé un instant de plus. Quelque chose a traversé son expression, pas tout à fait de l'inquiétude, pas tout à fait de l'amusement. Quelque chose entre les deux pour lequel je n'avais pas encore de nom. D'accord, a-t-il dit. C'était tout. Juste d'accord. J'ai beaucoup pensé à ça depuis. Combien d'espace il y a dans un mot comme ça? Quand quelqu'un le dit et le pense. Comme c'est différent des versions de « d'accord », qui signifie en fait « je ne suis pas d'accord ». Ou « je laisse tomber pour l'instant ». Ou « nous verrons ». Le « d'accord » de Daniel était juste « je t'entends ». Je te fais confiance. Je suis là. J'avais une amie nommée Oren qui m'a dit un jour qu'elle avait passé 3 ans à essayer d'obtenir ce genre de « d'accord » de sa propre famille. Avant de comprendre que ce n'était pas quelque chose qu'ils étaient capables de donner. Elle l'avait dit si simplement, sans apitoiement sur elle-même, qu'il m'avait fallu un certain temps pour comprendre à quel point cela avait dû être difficile à dire. Elle viendrait au mariage, m'a-t-elle dit. Au premier rang, si je le voulais.
Elle avait déjà la date dans son calendrier. J'ai pensé à elle en rentrant chez moi cette nuit-là. Et à ma mère. Et au texto de Jennifer sans réponse sur mon téléphone. Et au fait que dans 6 semaines, j'allais me marier. Et que les personnes qui étaient censées être là pourraient ne pas l'être. J'ai pensé à tout ça. Et puis j'ai pensé, ça fait 33 ans que je prends des décisions en fonction de ce que les autres pourraient choisir. Il est temps d'en prendre une en fonction de ce que je choisirais. L'ultimatum est tombé un mardi, 7 jours avant le mariage. Ma mère a appelé à 7 heures du soir. Mon père était aussi en ligne, je pouvais entendre sa respiration. Ce silence prudent et particulier d'un homme à qui on a demandé d'être présent pour quelque chose pour lequel il préférerait ne pas l'être. Ils avaient planifié cela ensemble. Ou plutôt, ma mère l'avait planifié et mon père avait accepté de se tenir à proximité. Claire, a-t-elle dit, nous en avons assez parlé. C'est vrai, ai-je dit. Si tu vas jusqu'au bout, nous ne serons pas là. J'étais dans ma cuisine. J'avais préparé du thé, la bouilloire venait de s'éteindre. Et je me souviens de la vapeur qui s'élevait du bec et de la façon dont elle disparaissait avant d'atteindre le plafond. Juste partie. Absorbée dans l'air sans laisser de traces. Alors je vous verrai à mon retour de lune de miel, maman. Ai-je dit. Un court silence. Ne fais pas ça, Claire. Bonne nuit, maman. J'ai posé le téléphone sur le comptoir à côté de la bouilloire et je suis resté là un moment. Le thé infusait. Je ne l'ai pas bu. Il y a une sorte de calme qui n'est pas la paix. C'est ce qui reste quand on attend quelque chose depuis si longtemps que son arrivée n'a nulle part où atterrir. Le chagrin ne vient pas tout de suite. Il attend. Mon père a rappelé 40 minutes plus tard. Juste lui cette fois. Pas de deuxième ligne. Sa voix était plus basse que d'habitude. Pas petite exactement, mais comme une voix devient quand la personne qui parle est consciente qu'elle n'en fait pas assez. Je suis désolé, Claire, a-t-il dit. Je ne sais pas quoi te dire. Dis juste que tu seras là, papa. Je l'ai dit simplement. Pas une supplication, une question avec une seule réponse utile. Juste ça. Une longue pause. Assez longue pour que je compte les secondes sans le vouloir. Ta mère a des convictions très fortes, a-t-il dit. Je sais qu'elle en a. J'ai gardé ma voix stable. Et toi? Silence. Pas le genre que ma mère utilise, calculer, peser, un outil. Le silence de mon père était de l'autre sorte. Celui qui signifie que la réponse est non, mais il ne peut pas dire non. Et oui, serait un mensonge. Et donc il n'y a que l'air libre entre nous et le chagrin spécifique d'une personne qui vous aime et n'a jamais laissé cet amour le rendre courageux. On se parle bientôt, papa. Ai-je dit. Claire, conduis prudemment. J'ai raccroché et je me suis assise par terre dans la cuisine. Pas de façon dramatique, je n'ai juste pas atteint une chaise. Mon dos contre le placard, les genoux relevés, le carrelage froid à travers mon jean. Je suis restée assise là jusqu'à ce que le thé soit froid, que la cuisine devienne sombre, et que je me souvienne que je n'avais pas allumé de lumière. Puis je me suis levé, j'ai vidé le thé et je suis allé préparer mon sac de nuit pour l'hôtel. La nuit avant le mariage, Ouren s'est endormie à 9h30, ce dont elle s'excusait à l'avance depuis mardi. Elle avait un vol tôt le lendemain matin après la cérémonie, un truc de travail qu'elle ne pouvait pas déplacer et elle avait besoin de sommeil. Je lui ai dit que j'allais bien. J'allais bien. Je suis resté allongé dans le lit de l'hôtel pendant 2 heures à l'écouter respirer depuis l'autre lit queen, à regarder le plafond ne rien faire, et à 11h15, je me suis levé, je suis allé dans la salle de bain et j'ai fermé la porte très doucement. Je me suis assise par terre, le dos contre le côté frais de la baignoire. Le carrelage était blanc, le joint était gris, et la veilleuse au-dessus de la prise projetait juste assez de lueur pour voir sans être utile. Dehors, par la fenêtre du 3e étage, à Asheville, il y avait le bruit occasionnel d'une voiture sur la rue mouillée en bas. Il avait plu plus tôt, plus maintenant. Je n'avais pas prévu de pleurer. Je ne le prévois jamais. C'est lui qui me prévoit. C'est venu comme ça vient toujours pour moi. Silencieusement, et sans annonce, juste une pression soudaine derrière mes yeux, et puis les larmes déjà là, déjà en mouvement. Je presse le dos de ma main contre ma bouche et je respire par le nez et je laisse faire. Je ne pleurais pas à cause du mariage.
Je veux être clair à ce sujet, parce que je sais comment ça sonne, la veille, seul dans la salle de bain, et on pourrait supposer. Mais ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas du doute. C'était du chagrin, et le chagrin était spécifique. Il avait une forme, un lieu et une année qui lui étaient attachés. J'avais 16 ans, il s'appelait Marcus, et il avait des cheveux qui tombaient sur son front quand il riait, et un rire qui partait de sa poitrine et se propageait vers l'extérieur, et il était la première personne qui m'avait jamais fait sentir que j'étais intéressante. Pas comme un projet, pas comme le reflet de quelque chose d'autre d'intéressant. Lui-même. Il me trouvait drôle. Il lisait les mêmes livres que moi et avait des opinions à leur sujet. Il habitait à 6 pâtés de maison, et son père élevait des abeilles. Ma mère s'est assise en face de moi à la table du petit déjeuner un matin et a dit « Nous ne sommes pas ces gens-là. » Claire, et j'ai compris sans qu'on me le dise exactement ce qui se passerait si je n'étais pas d'accord. 2 semaines plus tard, j'ai appelé Marcus et je lui ai dit que ça ne marchait pas. Il a dit « Oh, un petit son. » Juste ça. Et puis rien pendant un moment. Et puis, d'accord, je suppose, d'une voix très prudente et très jeune. Et j'ai dit au revoir, j'ai raccroché, et je suis resté longtemps dans le couloir de notre maison, à regarder le mur. Je n'avais pas pensé à cet appel depuis des années. Assise sur le sol de la salle de bain de l'hôtel la veille de mon mariage, c'est pour ça que je pleurais, pas pour Marcus lui-même, mais pour la fille qui avait passé cet appel. La fille qui avait décidé, à 16 ans, que l'approbation de sa mère était quelque chose qu'elle devait maintenir à tout prix, et qui avait passé les 17 années suivantes à le payer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là. Assez longtemps pour que le froid s'installe dans le bas de mon dos, que ma respiration se calme et que les pleurs suivent leur cours comme ils le font quand on les laisse faire. Quand on n'essaie pas de les gérer, ou de les écourter, mais qu'on reste simplement avec eux jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Puis je me suis levé. Je me suis passé de l'eau froide sur le visage. Je me suis regardé dans le miroir de l'hôtel, légèrement jaunâtre, celui qui vous montre exactement à quoi vous ressemblez, et j'ai pensé, j'ai passé toute ma vie à auditionner pour leur amour, et je n'ai jamais eu le rôle. Pas une seule fois. Une longue pause. Juste moi, et le miroir, et l'hôtel silencieux, et Reine endormie dans la pièce voisine. Je ne veux plus du rôle. C'est tombé juste, comme le font les choses vraies. Pas une conclusion vers laquelle je travaillais, quelque chose qui était vrai depuis longtemps et qui venait de trouver le bon air pour respirer. J'ai fermé le robinet. Il y avait un bruit dans le mur, le chant grave des tuyaux. Le genre de son qui, m'avait dit Daniel un jour, signifiait de l'air dans la conduite. Il me l'avait expliqué le soir où il avait réparé les tuyaux sous mon lavabo, accroupi avec ses outils pendant 20 minutes sans se plaindre, puis se relevant, se lavant les mains et disant « ça devrait tenir », comme si de rien n'était. Comme si c'était la chose la plus ordinaire au monde de venir réparer quelque chose, et de ne pas avoir besoin d'être remercié pour ça. Je suis resté un moment dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, à écouter. Le son s'est calmé. Les tuyaux allaient bien. Je suis retourné me coucher. J'ai dormi. Ce qui m'a surprise. Et le matin, je me suis levé, Reine m'a aidé avec ma robe, et je suis sorti de cette chambre d'hôtel vers la meilleure décision que j'ai jamais prise. Le matin de mon mariage, il y avait des tulipes sur le rebord de la fenêtre. Des roses, dans un verre que j'avais apporté de la maison, parce que l'hôtel n'avait rien avec un col assez étroit. Je les avais coupées dans mon propre jardin 2 jours auparavant, les avais enveloppées dans du papier humide et les avais transportées sur la banquette arrière de ma voiture comme on transporte quelque chose de fragile, qui compte aussi, avec soin, mais sans en faire étalage. Elles s'étaient ouvertes pendant la nuit, et elles étaient maintenant complètement ouvertes, et quand la lumière du matin est passée par l'interstice des rideaux, elle les a frappées sous un angle que je pensais pouvoir me rappeler pour le reste de ma vie. Reine était déjà réveillée. Elle avait fait du café avec la petite machine de la chambre et avait laissé une tasse sur la table de nuit de mon côté sans me réveiller. Et elle était encore chaude quand je l'ai prise, ce qui signifie qu'elle avait prêté attention à l'heure à laquelle je fais habituellement surface. C'est tout à fait Reine. Elle remarque les choses et fait quelque chose à leur sujet, discrètement, sans s'attendre à ce qu'on remarque qu'elle remarque. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant qu'elle m'aidait avec la robe. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Elle a fermé la fermeture éclair dans le dos, a lissé un pli à la taille, s'est tenue derrière moi et nous a regardé toutes les deux dans le grand miroir, de la façon dont on regarde quelque chose dont on veut se souvenir avec précision. « Ça va ?
a-t-elle dit. J'y ai réfléchi, non pas en jouant la comédie de la réflexion, mais en considérant vraiment la question, car elle méritait une vraie réponse. Je suis sur le point d'épouser le meilleur homme que j'ai jamais rencontré, ai-je dit. Dans le plus bel endroit sur lequel j'ai jamais travaillé. Je vais mieux que bien. Elle a posé ses mains sur mes épaules un instant. Juste ça. Puis elle a reculé et a dit, alors allons-y. Le lieu était un jardin que j'avais aidé à concevoir 2 ans avant le mariage, une commande que j'avais acceptée sur la base du bouche à oreille, une propriété privée sur le versant et des montagnes à l'extérieur d'Asheville. J'avais passé 6 semaines rien que sur le plan de plantation, les parterres superposés d'herbes indigènes et de vivaces à floraison tardive, le chemin de pierre qui serpentait au lieu de couper, le petit bosquet d'amélanchiers le long de la limite nord, qui serait, avais-je calculé, dans sa dernière semaine de floraison la 3e semaine d'avril. J'avais fait le calcul sur les floraisons. J'avais toujours su que c'était l'endroit. Les chaises étaient disposées en 2 sections avec une allée entre elles. Je l'ai vu en contournant le muret de pierre, avant que quiconque ne me voie, le côté de Daniel et le côté de ma famille. Celui de Daniel était plein, sa mère au premier rang pleurant déjà, la main de son mari sur la sienne, son oncle Kenny, que j'avais rencontré une fois à Noël et qui avait une voix qui portait qu'il le veuille ou non, se penchant pour dire quelque chose à l'homme à côté de lui. 6, 8, 10 rangées de personnes, chaleureuses et bruyantes, débordant légèrement dans l'allée, un groupe de personnes qui connaissaient Daniel depuis toujours et qui étaient venues sans qu'on ait à les convaincre. Du côté de ma famille, 6 chaises vides avec de petits bouquets de fraisias blancs attachés au dossier. Je les ai regardées un seul moment, juste assez longtemps pour les voir clairement. 6 chaises. Le fraisia était frais, j'avais demandé au fleuriste de faire les 2 côtés de la même manière, quoi qu'il arrive. Puis j'ai levé les yeux, et il y avait Reine, déjà assise au 2e rang du côté de Daniel, parce qu'elle m'avait demandé la semaine précédente de quel côté elle devait s'asseoir, et j'avais dit, où tu veux, et elle avait apparemment décidé que là où elle voulait être. C'était aussi près que possible du centre des choses. Elle a levé la main quand elle m'a vu. Pas un salut, juste un mouvement. La façon dont on signale à quelqu'un à travers une pièce qu'on le voit et qu'il n'est pas seul. J'ai arrangé mon voile dans le miroir de poche que Reine avait laissé dans le sac de mon bouquet. Je l'ai redressé. J'ai rangé le miroir. J'ai marché. Daniel se tenait au bout de l'allée, les mains le long du corps, et cette expression particulière que j'avais appris à lire en 2 ans, pas une performance d'émotion. Juste l'émotion elle-même, à nu. Il m'a regardé comme personne d'autre ne m'a jamais regardé, avant ou depuis. Comme si j'étais quelque chose pour lequel il avait essayé de trouver le mot juste, et qu'il venait de le trouver. J'ai pris ses mains quand je l'ai atteint, et elles étaient chaudes, et légèrement rêches, et exactement comme il fallait. L'officiant a fait une cérémonie courte, ce que j'avais demandé, parce que j'ai assisté à trop de cérémonies qui confondaient longueur et signification. Daniel avait écrit ses propres vœux. Il tenait une petite carte, mais ne la regardait pas beaucoup. Claire, a-t-il dit, je n'ai jamais eu besoin que quelqu'un sache qui je suis. J'ai été à l'aise avec ça pendant longtemps. Mais je veux que tu me connaisses. Tout de moi, la totalité. C'est nouveau. J'ai réfléchi à pourquoi c'est nouveau, et la seule réponse que je trouve, c'est toi, spécifiquement. Une pause. Il parlait comme il parle toujours, c'est-à-dire qu'il disait ce qu'il pensait, puis s'arrêtait. Je ne serai pas meilleur pour dire des choses comme ça que je ne le suis maintenant. Alors je vais m'arrêter pendant que je suis en avance. Je t'aime. C'est tout. J'ai ri. La plupart des gens qui regardaient aussi. Mes vœux étaient plus courts. Je les avais écrits au dos d'un reçu et les avais mémorisés en voiture. Après que l'officiant nous a déclarés mari et femme, et que la petite foule du côté de Daniel a fait le genre de bruit que des gens chaleureux et sans complexe font quand quelque chose qu'ils aiment se passe bien. Nous avons traversé le jardin, jusqu'à la terrasse pour la réception, et j'ai eu la pensée que je m'étais promis de m'autoriser. C'est la première fois de ma vie que je ramène quelqu'un à la maison, et il était exactement celui dont j'avais besoin. Pas celui dont elle avait besoin. Celui dont j'avais besoin. Je me le suis permis pendant environ 4 secondes. Puis il y avait des gens à saluer, des verres à tenir, et la mère de Daniel m'a prise dans ses bras dans une étreinte qui communique toute une relation en moins de 10 secondes. L'oncle Kenny a porté un toast. Il avait, à ce stade, bu 2 coupes de champagne et en était à ce que je soupçonnais être une 3e. Et il s'est levé sans qu'on le lui demande,
c'est le genre de personne qu'il est. Il s'est éclairci la gorge et a dit, « Bon, je veux dire quelque chose sur ce jeune homme, parce que la plupart des gens ici ne connaissent probablement pas la moitié de l'histoire. J'ai toujours dit, je l'ai dit pendant des années. N'importe qui ici peut demander à ma femme, Linda. J'ai toujours dit que ce garçon finirait par réparer les tuyaux du gouverneur. Et regardez-le. Regardez-le. Bien habillé. Rire. Le genre chaleureux et sincère. À Daniel et Claire, a dit Kenny, levant son verre. Que vos tuyaux s'écoulent toujours dans la bonne direction. Plus de rire. Daniel a secoué la tête une fois. Lentement. Et a croisé mon regard. Et l'expression sur son visage était une sorte d'affection très spécifique que je pense que je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter. Plus tard, pendant le cocktail, l'une des tables de location près du bar s'est mise à vaciller. J'ai vu Daniel le remarquer de l'autre côté de la terrasse, ce léger changement dans son attention. La façon dont ses yeux l'ont suivi, puis je l'ai regardé poser son verre, dire quelque chose à la personne à qui il parlait, et s'approcher. Il s'est accroupi, a regardé la base, est allé à son camion, qui était garé au fond du parking, et est revenu 2 minutes plus tard, avec un petit outil que je n'ai pas pu identifier de l'autre côté de la terrasse. Il a réparé la table en moins de 90 secondes. Son cousin Marcus, debout à côté de moi à ce moment-là, a observé la scène. Il fait ça partout où il va, a dit Marcus, sans méchanceté. Juste comme un fait. Je sais, ai-je dit. C'est l'homme que j'ai épousé, pas la version de lui qui existait dans l'imagination des autres, assemblée à partir de chiffres et de gros titres, et de ce que tout cela pourrait signifier. L'homme qui s'accroupit sous une table bancale à sa propre réception de mariage avec un outil qu'il garde dans son camion. Je le savais depuis un mardi matin au début de mars, 2 ans auparavant, quand il avait regardé un coin d'un chantier et m'avait dit ce qu'étaient les oiseaux, et pourquoi ils comptaient. Le reste, j'avais simplement attendu de le confirmer. Nous sommes restés à Asheville pour la lune de miel, ce que certaines personnes ont trouvé étrange, conduire 40 minutes du lieu du mariage à un hôtel dans la même ville, mais Daniel m'avait demandé où je voulais aller. Et j'avais dit les montagnes. Et il avait dit, nous sommes déjà dans les montagnes. Et j'avais dit exactement. Et c'était réglé. 3 jours comme ça. De longues matinées, des après-midi lents et des soirées sur le balcon de l'hôtel, avec la chaîne des Blue Ridge s'assombrissant par couches. Les crêtes proches d'abord, puis les lointaines se dissolvant dans la même couleur que le ciel. Nous avons mangé dans un endroit que Daniel connaissait sur Lexington Avenue, où le menu était écrit sur un tableau noir et changeait tous les jours. Nous avons fait une randonnée sur un sentier que j'avais l'intention de faire depuis 2 ans et que je n'avais pas eu le temps de faire. Nous n'avons pas parlé du mariage, ni de ma famille, ni des 6 chaises vides. Il n'y avait rien à dire que les chaises elles-mêmes n'avaient déjà dit. Le matin du 3e jour, le téléphone de Daniel a sonné à 8h47. Je connais l'heure parce que j'étais réveillé et que je regardais le plafond quand c'est arrivé, dans cet état matinal particulier où l'on est conscient mais pas encore engagé dans la journée. Son téléphone était sur la table de nuit de son côté. Et le nom sur l'écran, je pouvais le voir d'où j'étais allongé, était Mike Castellano, son directeur des opérations, qui m'avait envoyé un texto le soir de notre mariage pour nous féliciter et s'excuser à l'avance pour tout appel professionnel dans la semaine à venir. Daniel a regardé le téléphone. M'a regardé. Prends-le, ai-je dit. Il est sorti sur le balcon. J'ai entendu le registre grave de sa voix à travers la porte vitrée, mais pas les mots. Puis un plus long silence. Puis de nouveau lui. Quand il est revenu, il a posé le téléphone face visible sur la commode et est resté les mains dans les poches un moment. L'article de Forbes est sorti, a-t-il dit. Ah, ai-je dit. Nous savions qu'il allait sortir. Il avait fait l'interview 6 mois plus tôt. Une longue conversation avec un journaliste de Charlotte qui essayait de faire son portrait depuis 2 ans. Daniel avait finalement accepté parce que son directeur des relations publiques avait présenté un argument raisonnable sur la visibilité de l'entreprise et certains contrats qu'il poursuivait. Il n'avait eu aucun contrôle sur le calendrier. Je me suis assise. Il a ouvert l'ordinateur portable sur le bureau et l'a tourné vers moi. Et c'était là. Une photographie pleine page de Daniel en vêtements de travail, debout devant une installation de tuyaux quelque part dans l'est de la Caroline du Nord, regardant quelque chose hors champ avec la même expression qu'il utilise quand il réfléchit à un problème. Le titre était en gros caractères.
De tuyauteur à roi des pipelines. L'empire de l'infrastructure de 2,3 milliards de dollars de Daniel Hargrove. En dessous, un sous-titre. Comment un plombier de l'ouest de la Caroline du Nord a construit la plus grande entreprise d'infrastructure hydraulique du Sud-Est, et pourquoi il conduit toujours un camion? J'ai lu le premier paragraphe. C'était bien écrit. C'était aussi, ai-je réalisé, la raison pour laquelle le logo de son entreprise sur la portière du camion était assez petit pour qu'il faille le chercher. Daniel s'est assis sur le bord du lit. Il ne regardait pas l'écran. Ils ont aussi annoncé le contrat de la Caroline du Nord ce matin, a-t-il dit. Mike dit que c'est partout. Partout comment? Il a légèrement tourné l'ordinateur portable. Il avait ouvert un nouvel onglet. CNN. Sa photographie, la même ou une similaire, dans le coin inférieur droit de l'écran, avec un petit titre sur l'accord d'infrastructure. Il a cliqué sur un autre onglet. Le site web d'une station locale de Raleigh. Puis un journal économique de Charlotte. Puis un agrégateur de nouvelles régionales avec 4 articles distincts. Mon téléphone, sur ma table de nuit, s'est allumé. Nous l'avons tous les deux regardé. Ça fait combien de temps que l'article est en ligne? Ai-je dit. Environ 40 minutes, a dit Daniel. Le téléphone s'est allumé à nouveau. Puis 2 fois de plus en succession rapide. Il y a un sentiment qui n'a pas de nom, ou s'il en a un, je ne l'ai jamais trouvé. C'est ce que l'on ressent quand quelque chose que l'on savait devoir arriver arrive. Et c'est exactement comme on l'avait imaginé. Et on découvre que l'avoir imaginé correctement ne le fait pas ressentir comme on le pensait. Ce n'était pas du triomphe. Ce n'était pas de la satisfaction, exactement. C'était quelque chose de plus rond et de plus compliqué. La façon dont une cicatrice se sent quand on la presse, présente, spécifique, connectée à quelque chose qui a fait mal, mais qui ne fait plus mal. J'ai regardé mon téléphone s'allumer à nouveau et je n'ai pas bougé. Daniel l'a pris. Il a regardé l'écran avec l'expression qu'il utilise pour les problèmes, pas affligé, juste attentif. Il a commencé à compter. Il a vraiment compté, méthodiquement, faisant défiler les notifications avec son pouce. 73 de ta mère, a-t-il dit. 11 de ton père. 9 de Jennifer. Il a fait défiler. 3 d'une personne nommée Tante Carole. Je l'ai regardé. Je ne pense pas avoir de Tante Carole. Il a réfléchi à cela. En voudrais-tu une? J'ai mis mon visage dans l'oreiller pendant environ 4 secondes. Le genre de rire qui sort de nulle part et vous surprend par derrière, chaud et légèrement absurde, comme si toute la situation était soudainement devenue trop grande pour être contenue sans lâcher une partie de la pression. Quand j'ai levé les yeux, l'expression de Daniel était le même quasi-sourire du chantier d'il y a 2 ans, celui qui commençait dans ses yeux avant d'atteindre sa bouche. Puis il est devenu plus silencieux. Il a posé le téléphone entre nous. Claire, a-t-il dit. Je suis désolé. J'aurais dû non, ai-je dit. Si je leur avais dit qui j'étais avant, non. Je l'ai dit de la même manière. Pas plus fort. Nous avons fait ça de la bonne manière. Entièrement. Ils avaient les mêmes informations dont ils avaient besoin. Ils ont fait leur choix. Il m'a regardé un moment. Il fait ça, il considère ce que vous avez dit comme si cela méritait d'être considéré. Ne réponds pas avant d'être prêt. Ils appellent à cause de son nom à l'écran, ai-je dit. Pas à cause du mien. Il est resté silencieux. Ça ne change pas ce que je sais, ai-je dit. Sur qui a appelé et qui n'a pas appelé. Dehors, les montagnes étaient les mêmes. La lumière se déplaçait sur la crête comme elle le fait toujours le matin. Lentement. Sans s'engager. En prenant son temps. Mon téléphone s'est allumé à nouveau sur la couverture entre nous et je me suis penché pour le retourner face contre la table de nuit. Puis j'ai pris le menu du service en chambre sur la table de chevet et je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Ai-je dit. Il a pris l'autre côté du menu. Nous avons commandé des œufs. Nous les avons mangés sur le balcon. Les montagnes étaient très calmes. Nous sommes rentrés un jeudi. La maison de Daniel. Notre maison, maintenant. Une maison de style artisan sur une route tranquille à l'extérieur d'Asheville avec un porche couvert. Et plus de terrain que l'un ou l'autre d'entre nous n'en avait strictement besoin,
sentait comme les maisons sentent quand elles ont été fermées pendant une semaine. Pas mauvais. Juste immobile. Comme si le temps avait retenu son souffle. J'ai ouvert les fenêtres, fait du café, défait mes valises et passé la soirée à faire les choses ordinaires que l'on fait quand la vie ordinaire reprend ses droits. Ce qu'elle fait toujours. Ce qui est à la fois le réconfort et l'étrangeté du retour de quelque chose de grand. 2 jours après, un samedi matin, j'étais dans la cuisine à couper des légumes pour une soupe quand la sonnette a retenti. Je le savais avant d'ouvrir. Je ne sais pas comment expliquer ce savoir, je ne les attendais pas. Je n'avais aucune raison de les attendre spécifiquement ce samedi-là. Mais quand j'ai traversé le couloir et que j'ai regardé par la fenêtre étroite à côté de la porte, je n'ai pas été surprise par ce que j'ai vu. Ma mère et mon père sur le porche. Ma mère s'était habillée avec soin. Blazer, bonnes chaussures, coiffée. Elle tenait un sac cadeau avec un ruban vert, du papier ivoire à l'intérieur. Mon père se tenait un pas derrière elle et légèrement à gauche, les mains dans les poches de sa veste, dans la posture qu'il utilise quand il suit le plan de quelqu'un d'autre. Jennifer n'était pas avec eux. J'ai noté cela, et n'en ai rien dit, et j'ai ouvert la porte. Claire, a dit ma mère. Entrez, ai-je dit. J'ai fait du thé comme je le fais toujours. Sans demander, ma mère boit de leur gré. Mon père prend ce qu'on lui offre. Je me suis déplacé dans la cuisine pendant qu'ils étaient assis à table, de la manière dont les gens s'assoient quand ils se sont préparés à une conversation et attendent que la pièce soit prête pour elle. Le sac cadeau a été posé sur la table. Personne n'en a parlé. J'ai apporté les tasses, je me suis assise en face d'eux et j'ai attendu. Ma mère a posé ses mains à plat sur la table. Elle avait une version préparée de ce qui allait suivre. Je pouvais en voir la forme, comme on peut voir la forme d'une pièce avant d'ouvrir la porte. Claire, a-t-elle dit. Nous n'avions aucune idée de qui était Daniel. Et nous nous sentons absolument terribles de la façon dont les choses ont été gérées. Et nous voulons que tu saches maman, ai-je dit. Elle s'est arrêtée. J'ai laissé les mots flotter un moment. Une de mes propres pauses, pas les siennes. Je savais qui était Daniel dès le soir de notre rencontre, ai-je dit. Je connaissais son nom, son entreprise et ce qu'il y avait sur son compte en banque. Je le sais depuis plus d'1 an. La pièce a fait quelque chose. Pas une chose dramatique, juste un petit recalibrage. La façon dont l'air change quand une fenêtre s'ouvre. Ma mère m'a regardé. Mon père m'a regardé. Aucun des deux n'a parlé pendant plusieurs secondes. Tu savais, a dit ma mère. Pas une question. Elle était en train de traiter l'information. Je savais, ai-je dit. Et tu ne nous l'as pas dit. Non. Elle est restée avec ça. J'ai regardé son esprit y travailler, le recalcul ESTJ. Réorganiser le récit. Trouver le cadre qui donnait le plus de sens à cette nouvelle information. Je l'ai regardé faire ça toute ma vie. Elle est très rapide à ça. Pourquoi? A-t-elle dit. Parce que j'avais besoin de la réponse à une question, ai-je dit. Avant de me marier, j'avais besoin de connaître la réponse. Et il n'y avait qu'une seule façon de l'obtenir. Je les ai regardés tous les deux. Ma mère, ses mains toujours à plat sur la table. Mon père, très immobile sur sa chaise. S'il n'avait été qu'un plombier, ai-je dit. Juste un homme qui répare des tuyaux, conduit un camion de travail et apporte un panier de fruits de Whole Foods. Si c'était tout ce qu'il était, et tout ce qu'il allait être, auriez-vous été là? La pièce est devenue silencieuse. Le vrai genre de silence. Pas le genre théâtral. Ma mère a pris une inspiration. Tu dois comprendre. Nous étions préoccupés par ton avenir. Par la stabilité. Par ce n'est pas la réponse, ai-je dit. Elle s'est arrêtée. C'est une explication, ai-je dit. J'en ai eu. Je sais à quoi ça ressemble. Je pose une question différente. Elle m'a regardé, avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Pas tout à fait de la surprise. Pas tout à fait de la reconnaissance. Quelque chose entre les deux. Quelque chose qui n'était pas encore complètement arrivé. Nous étions a-t-elle commencé? Maman. Un mot. Silencieux. Elle s'est de nouveau arrêtée. Je me suis tourné vers mon père.
Il était resté très immobile tout ce temps. Ses mains sur ses genoux maintenant. Les yeux sur la table. Il fait ça quand il ne sait pas quoi faire, et n'a plus de moyen de retarder la décision. Papa, ai-je dit. Pendant tous ces mois, chaque fois que tu as entendu son nom, chaque fois que tu nous as vus ensemble, y avait-il une chose? Une chose à propos de Daniel qui n'avait rien à voir avec l'argent. Qui t'a fait penser, ma fille a bien choisi. Mon père a levé les yeux. Il m'a regardé avec les yeux d'un homme qui attendait une question qu'il savait devoir venir, et pour laquelle il n'avait pas préparé de réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse préparée. Seulement la vraie. Le silence s'est étiré. Assez longtemps pour que j'entende le robinet de la cuisine goûter une fois. Pour entendre une voiture passer sur la route dehors. Pour entendre ma propre respiration. Oui, a-t-il dit. Le mot est sorti doucement, comme quelque chose qu'on remet avec précaution. Quoi? Il a baissé les yeux sur ses mains. Puis les a relevés. La façon dont il te regardait, a-t-il dit. Quelque chose dans ma poitrine a bougé. Pas cassé, bougé. Déplacé. Comme les choses tectoniques bougent. Profondément, lentement et définitivement. Je ne m'attendais pas à pleurer, et je n'ai pas pleuré. Mais j'ai senti l'endroit où les pleurs auraient été, sa géographie spécifique. J'avais attendu. J'ai réalisé, non pas que ma mère s'excuse, mais que mon père dise la vérité. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et je les avais confondus pendant longtemps. Ma mère a ouvert la bouche. La refermée. Elle était, je pense, en train de se recalibrer à nouveau, essayant de se situer dans une conversation qui s'était déplacée vers un endroit qu'elle n'avait pas prévu. La porte de la cuisine s'est ouverte. Daniel est entré par le couloir arrière, il avait été là tout le temps. Dans la pièce à côté de la cuisine où il garde ses outils. Faisant quelque chose dont je n'avais pas posé de question. Il l'a fait sans drame. Sans timing particulier. La façon dont il se déplace dans la plupart des situations. Prenant simplement l'espace exact dont il a besoin et pas plus. Il a salué ma mère d'un signe de tête. Mon père aussi. Monsieur et Madame Mercé, a-t-il dit. Mon père a levé les yeux. Il y avait quelque chose sur son visage quand il a vu Daniel, pas de la honte exactement, mais quelque chose d'adjacent. Une prise de conscience. Daniel a regardé vers la fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. De la même manière qu'il avait regardé cette même fenêtre à travers une vitre différente il y a des mois, lors d'un dîner qui s'était déroulé d'une manière particulière. Je pensais à ce problème de drainage dans votre jardin. A-t-il dit à mon père, du même ton facile qu'il avait utilisé la première fois. Comme si des mois ne s'étaient pas écoulés, et que rien n'avait changé entre-temps. Coin sud-est. Point bas dans le tuyau. C'est une réparation d'une demi-journée. Je pourrais passer un de ces jours, si vous voulez. Mon père l'a fixé. Puis, après un moment. Oui, a-t-il dit. Bien sûr. Daniel a hoché la tête. S'est servi un verre d'eau du robinet. Et reparti par où il était venu. La cuisine était de nouveau silencieuse. Ma mère a regardé la porte par laquelle Daniel était passé. Puis moi. Puis ses mains. Nous pouvons essayer, a-t-elle dit. Finalement. Directement. Sans préambule. 3 mots. Pas des excuses. Pas une explication. Pas un repositionnement. La chose la plus simple qu'elle ait dite depuis des années. Je l'ai regardé un long moment. D'accord, ai-je dit. Après que Daniel soit retourné à ses outils, je suis resté assise avec mes parents un peu plus longtemps. Les mains de ma mère étaient toujours sur la table. Le sac cadeau était entre nous, toujours non ouvert. Et ni elle ni moi n'avons bougé pour l'ouvrir. Il y a des cadeaux qui concernent le cadeau, et des cadeaux qui concernent le don. Et celui-ci n'avait jamais concerné ni l'un ni l'autre. Il s'agissait d'arriver avec quelque chose à la main. Quelque chose de tangible qui disait, nous sommes venus préparer. Nous sommes venus de bonne foi. Et j'ai compris cela sans avoir besoin de regarder à l'intérieur. Je ne suis pas en colère contre toi, maman, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Je l'ai été. Pendant longtemps, à différents degrés. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit maintenant.
J'ai choisi mes mots avec soin. De la manière dont on choisit des outils pour un travail spécifique, non pas ce que l'on a, mais ceux dont on a besoin. J'ai fini d'attendre que tu m'aimes de la manière dont j'avais besoin d'être aimé. J'ai trouvé ça. Sans ta permission. Je veux que tu saches que je le sais. Elle n'a rien dit. Les mains de mon père ont légèrement bougé sur ses genoux. Vous êtes les bienvenus dans ma vie, ai-je dit. Dans notre vie. Mais j'ai besoin que vous entendiez ce que cela signifie avant de décider si vous le voulez. J'ai regardé ma mère, puis mon père, puis de nouveau ma mère. Cela signifie que vous venez ici et que vous voyez Daniel. Et ce que vous voyez, c'est un homme, pas un gros titre, pas un bilan, pas une correction à une histoire embarrassante que vous devez raconter aux gens. Un homme. Si vous ne pouvez pas faire ça, j'ai besoin que vous me le disiez maintenant. Parce que je préférerais le savoir plutôt que de le découvrir pendant le dîner. La mâchoire de ma mère s'est légèrement crispée. Claire, nous comprenons. Je n'ai pas fini, ai-je dit. Elle s'est arrêtée. En 33 ans, je ne lui avais jamais dit ça une seule fois. La pièce l'a enregistré comme les pièces enregistrent les choses qui ne sont jamais arrivées auparavant. Cela signifie que tu m'appelles parce que tu veux me parler. Pas parce que quelque chose a changé dans la façon dont le monde voit mon nom de famille. Cela signifie que si vous venez dîner, vous venez dîner, pas pour un inventaire de ce qui a changé et de ce que tout cela signifie pour vous. J'ai gardé ma voix stable. Il n'y avait aucune satisfaction à cela, seulement le soulagement particulier de dire une chose vraie en entier. Ce sont les conditions. Elles ne sont pas négociables. Et je vous le dis maintenant pour que vous puissiez décider de ce que vous voulez. La cuisine était très silencieuse. Mon père a dit. C'est juste, Claire. Ma mère l'a regardé. Puis moi. Elle a pincé les lèvres une fois, brièvement. Nous pouvons travailler avec ça, a-t-elle dit. Pas, nous le ferons. Pas, bien sûr. Nous pouvons travailler avec ça, ce qui est, de la part de ma mère, une forme d'honnêteté. Elle ne promettait pas de devenir quelqu'un de différent. Elle promettait d'essayer quelque chose de difficile. J'ai décidé de prendre cela pour ce que c'est. Jennifer n'est pas venue. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis le texto sur les employés. Je note cela sans drame. Parce que l'absence est sa propre réponse. Et mérite d'être entendue comme telle. J'ai raccompagné mes parents à la porte. Ma mère m'a serré brièvement dans ses bras. La façon dont elle serre quand elle est incertaine de la réception, une chose prudente. Les bras pas tout à fait complètement autour. Mon père a tenu un instant de plus. Il sentait le même après-rasage qu'il a porté toute ma vie. Et je suis resté dedans une seconde de plus que nécessaire. Je t'aime, Claire, a-t-il dit dans mes cheveux. Je sais, papa, ai-je dit. À la porte, ma mère s'est arrêtée. Elle a regardé la maison, le porche, la cour, le jardin qui commençait à verdir sur les bords. C'est une belle propriété, a-t-elle dit. Je l'ai regardé aussi. La mélanchier le long de la limite nord commençait juste à bourgeonner. Je l'avais remarqué ce matin. C'est vrai, ai-je dit. Puis j'ai pensé à quelque chose. Quelque chose que Oren m'avait dit il y a des mois, que j'avais noté sans comprendre de qui il s'agissait. Je l'ai dit doucement. Pas pour marquer un point. Juste parce que c'était vrai. Et que c'était juste arrivé au bon moment pour être dit. Oren m'a dit un jour qu'on ne peut pas, par amour, modeler les gens pour qu'ils deviennent ce dont on a besoin. On peut seulement les aimer. Et voir ce qu'ils choisissent. Ma mère m'a regardé. Je pensais qu'elle parlait de Daniel, ai-je dit. Ce n'était pas le cas. Je les ai laissés descendre les marches du porche. J'ai regardé la voiture jusqu'à ce qu'elle quitte la route et disparaisse. Puis je suis rentré et j'ai fermé la porte derrière moi. Daniel était dans la cuisine. Il était accroupi devant le placard à côté de la cuisinière, celui dont la charnière était raide depuis que nous avions emménagé, resserrant quelque chose avec un tournevis dans le silence concentré particulier qu'il habite quand il travaille. Il ne m'avait pas entendu entrer, ou ne l'avait pas enregistré. Il était juste là, faisant ce qui devait être fait. De la même manière qu'il a toujours été là, faisant ce qui doit être fait. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et je l'ai regardé. Il a des mains qui savent ce qu'elles font.
C'est la seule façon que j'ai de le dire. Il y a une sorte de confiance en elles qui n'a rien à voir avec la performance, elles savent juste. Il est resté accroupi le dos tourné pendant une autre minute, a testé la charnière, a ouvert et fermé la porte du placard 2 fois, a hoché la tête une fois pour lui-même. Puis il a levé les yeux et m'a vu. « Ça va ?» a-t-il dit. « Ouais », ai-je dit. Il a hoché la tête. Et retourné ranger ses outils. Je suis resté dans le cadre de la porte un peu plus longtemps, le regardant. Pensant au chantier, aux oiseaux, au gravier du site de construction, à l'impression de Forbes sur le réfrigérateur avec le post-it sur le chef de projet. Au tuyau qui chantait dans le mur de l'hôtel la nuit avant notre mariage, et puis à cet homme, ce samedi ordinaire. C'était le mien. 97 appels manqués. Je n'ai toujours répondu à aucun d'entre eux. Mais 2 jours après le départ de mes parents, mon père m'a envoyé un texto. Pas d'explication, pas de préambule. Juste 3 mots. Je t'aime. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai répondu. Je sais, papa. Et je pensais les 2 choses à la fois. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter d'auditionner pour un amour qui n'allait jamais être inconditionnel. Claire n'a pas gagné parce que son mari s'est avéré être riche. Elle a gagné des années avant cela, au moment où elle a décidé que les personnes dans sa vie devraient la choisir sans récompense attachée. C'est la chose que personne ne vous dit. Vous pouvez passer une vie à vous rendre plus acceptable, plus impressionnant, plus suffisant, et ce ne sera jamais assez pour quelqu'un qui a besoin que vous soyez moins que pour se sentir en sécurité. La vraie question n'est pas de savoir si votre famille approuve vos choix. C'est de savoir si vous les approuvez. Et le jour où vous pouvez vous tenir seul à l'hôtel, arranger votre voile et avancer quand même, c'est le jour où vous découvrez qui vous êtes vraiment. Avez-vous déjà eu à choisir entre quelqu'un que vous aimiez et l'approbation de personnes qui étaient censées vous aimer ? Qu'est-ce que cela vous a coûté et qu'est-ce que cela vous a rapporté ?